Bien, bonjour à toutes et à tous. Jean Decor. Donc, je suis le représentant de la CNCPI pour la région Auvergne. Et à ce titre, eh bien, on va évoquer un petit peu tout ce qui concerne la protection industrielle et les précautions à venir dans le cadre notamment d'un projet. Voilà. Alors, on va essayer de tenir un petit peu les horaires puisqu'on a 1 heure pour présenter tout ça. Donc très rapidement, eh bien, on va parler de la CNCPI et de CPI. Qu'est-ce que c'est que ces acronymes? Et puis la propriété industrielle, ce qu'on entend par là. Et puis je pense la partie la plus intéressante et importante pour vous, les précautions à prendre et le fait que la propriété industrielle valorise l'entreprise. Alors la CNCPI, ça signifie Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle. C'est un organisme professionnel qui représente la totalité des conseils en propriété industrielle en France. Donc vous voyez qu'on n'est pas très nombreux, on est 1069 personnes réparties dans un peu plus de 450 cabinets. Le rôle, c'est qu'on est non seulement une interface, enfin la CNCPI est l'interface entre les conseils pour nous représenter et le public, et également l'administration et les ministères, et donc est là aussi pour s'assurer de l'indépendance, des garanties de compétences et de moralité des professionnels qu'elle représente. Elle est là donc pour représenter la profession, s'assurer de la déontologie, ça c'est un point très important, puisqu'on est une profession réglementée qui est comme les avocats si vous voulez, ou les médecins, et donc on a un certain nombre de règles à respecter. Et puis bien évidemment, représenter et développer la propriété industrielle. Le conseil en propriété industrielle, qui est-ce? Eh bien, c'est un professionnel qui a une double compétence. D'une part, une compétence soit scientifique et technique avec un diplôme de deuxième cycle scientifique et technique, soit une compétence juridique avec un diplôme dans ce domaine-là, plus une spécialisation en propriété industrielle et une certaine pratique. Et les professionnels, on est tous non seulement qualifiés, mais en même temps, il y a des examens et on est inscrit sur des listes spéciales auprès de l'administration française de la propriété industrielle, qui est l'INPI. Donc, qui nous reconnaît officiellement comme étant mandataires et ayant le droit d'exercer la profession. On intervient dans les domaines suivants, tout ce qui est brevet, marque, modèle, droit d'auteur, nom de domaine. Alors brevet, marque, modèle, on y reviendra, c'est vraiment la partie propriété industrielle qu'on va développer un petit peu. Nom de domaine pour Internet. Et puis ensuite, tout ce qui concerne la valorisation et la défense des titres, les audits, la stratégie, les recherches, les contrats, le précontentieux avec les saisies contrefaçon, on en parlera aussi, et tout ce qui est arbitrage et évaluation. Donc, ce qui est important, c'est qu'on ait une profession réglementée. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on a des règles de déontologie très strictes qu'on doit respecter en matière de responsabilité. On est responsable en cas de problème si on ne respecte pas un certain nombre de choses. On a des assurances pour ça vis-à-vis des clients. Respect du secret professionnel. Il est absolu, il est total. Il n'y a pas à révéler quoi que ce soit sur les dossiers, même à des représentants de la justice. Ce n'est pas à nous de le dire. On s'interdit des conflits d'intérêts. On ne peut pas représenter des personnes qui ont des intérêts similaires mais qui sont concurrents. Là, on a des règles. Et donc, il y a une chambre de discipline assez rigoureuse là-dessus. Puisqu'on arrive à des sanctions non seulement professionnelles, l'interdiction temporaire ou totale d'exercer, mais même des sanctions pénales. On a également l'absence d'intérêt financier en dehors de notre activité. On n'a pas le droit d'avoir une autre activité. On ne doit pas avoir une autre activité que celle de conseil, hormis ce qui est accepté, des activités de formation en tant que professeur, d'expert judiciaire ou de médiateur. Mais on ne peut pas être actionnaire ou membre ou une autre activité dans d'autres sociétés, autres qu'un cabinet de CPI, bien évidemment. On peut avoir ça. Donc pas de conflit d'intérêts,
Ça, c'est quelque chose d'important, et obligation de confidentialité. S'il arrive qu'on se rend compte que la personne en face de nous va dire certaines choses ou montrer certaines choses qui peuvent poser problème au niveau du conflit d'intérêts, eh bien, on est tenu de l'avertir et de se désister. Alors maintenant, on va regarder un petit peu plus précisément ce que c'est que la propriété intellectuelle. Par définition, la propriété intellectuelle, ça regroupe les titres de propriété industrielle, donc les brevets, les modèles et les signes distinctifs, on va dire les marques, et également les droits d'auteur. On va parler aujourd'hui plus précisément de la propriété industrielle. La propriété industrielle, ça va donc concerner tout ce qui est innovation et création que vous allez être amené à faire, soit d'un produit, soit au niveau d'un service, soit au niveau d'un procédé. Il y a un point très important, je pense, qu'il faut garder en tête, c'est que la propriété industrielle, c'est un droit. Vous verrez souvent, on parle des droits de propriété industrielle, des droits de pays. Si c'est un droit, ça veut dire que c'est beaucoup de choses. C'est un monopole. Ça vous octroie le monopole de faire quelque chose parce que vous avez revendiqué comme étant à vous. Mais en contrepartie, ce n'est pas une armure ni un diplôme. Vous n'avez pas un brevet, une marque, un modèle parce que vous avez créé un nom génial, un modèle absolument magnifique ou une invention technique superbe. Ça, c'est pas du tout un diplôme et c'est pas une armure. C'est pas parce qu'on a un titre de propriété industrielle qu'on n'est pas copié. C'est un moyen d'agir, c'est une assurance. Typiquement, vous pouvez être assuré contre le dégât des eaux. S'il y a un gros orage, ça n'empêchera pas l'eau de passer à travers le plafond. C'est la même chose. Ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est surtout une arme économique que vous utilisez comme quelque chose qui fait partie de l'entreprise, qui va vous permettre de valoriser l'entreprise, de créer de la valeur. Ça va vous sécuriser des marchés, parce que quand vous avez un titre de propriété industrielle, que vous répondez à un appel d'offres privé ou public, eh bien la personne est un petit peu bloquée par votre titre de propriété industrielle. Elle doit passer par vous. Typiquement, vous faites un appel d'offres pour tel type de fauteuil. Si ce fauteuil a un titre de propriété industrielle, vous pouvez lancer un appel d'offres sur d'autres fauteuils, mais pas sur celui-là, parce que sur celui-là, il appartient déjà à quelqu'un et ça ne pourra pas se faire sans lui. Et vous accroissez votre crédibilité et vous favorisez aussi l'arrivée des investisseurs. On reviendra un petit peu plus loin là-dessus. Alors souvent, on écoute en tant que professionnel des réflexions sur la propriété industrielle. C'est pas pour les petites entreprises, c'est pas pour les commerçants, c'est pas pour les artisans, c'est pas pour nous. Ça intéresse que les grands groupes, ça intéresse que Apple, que les grandes sociétés d'électronique ou de chimie ou les laboratoires. Certes, les grandes sociétés déposent beaucoup de titres, effectivement, mais globalement, ce n'est pas eux qui représentent la majorité des titres qui existent et qui sont déposés en France et ailleurs. L'autre réflexion, ça ne sert à rien, ça ne marche pas, je serai copié. Si vous êtes copié, c'est que votre produit intéresse et quelque part, c'est la rançon de la gloire. Si vous êtes copié et que vous n'avez pas de titre de propriété industrielle, vous n'avez aucun moyen de négociation ou d'action contre le contrefacteur. Si vous avez un titre, ça peut se discuter, ça peut se négocier. C'est réservé à des domaines techniques de pointe. Il faut que ce soit de l'électronique, il faut que ça intéresse l'espace, les laboratoires pharmaceutiques. Non, ça n'a rien à voir. Ce sont des solutions qui sont innovantes, mais dans tous les domaines techniques. La mécanique, la construction, l'agriculture, la chimie, tous les services, tous les domaines techniques. Il n'y a pas d'exclusion là-dessus. Seules exclusions qu'on a, c'est qu'on ne brevette pas, et on n'a pas de titre sur le vivant, on est d'accord, mais à part ça, et sur certaines créations d'auteurs, mais à part ça, c'est tout à fait possible d'avoir des brevets sur des solutions ou des dépôts sur des solutions très simples.
Mon innovation, ma création est tellement simple que c'est tellement bête comme chou que ça ne vaut pas le coup de le protéger. Ben justement, c'est tellement bête comme chou que c'est là qu'il faut protéger. C'est cher et c'est compliqué. Alors, c'est cher, ça. Si vous n'en faites rien de votre titre de propriété, si votre marque, votre modèle ou votre brevet, vous ne l'exploitez pas, vous n'en faites rien, que vous l'accrochez au mur, c'est sûr que ça va coûter cher et il vaut mieux accrocher une jolie photo ou un beau tableau. Si ça rapporte, si vous le valorisez, ce ne sera pas cher, d'autant que les coûts sont étalés sur plusieurs années. Il ne faut jamais perdre ça de vue. C'est que quand on vous dit que ça coûte des dizaines de milliers d'euros pour se protéger en Europe, pour une marque, un modèle ou un brevet, peut-être, mais c'est au bout de 5 ans, 6 ans quand on fait le total. Donc on peut toujours arrêter à tout moment. C'est compliqué. Pour un professionnel, ça n'est pas tellement. Il faut faire attention. Mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de règles qui font que ça devient de plus en plus pointu sur certaines choses. Donc, pour dire qu'il n'y a aucune obligation lorsque vous déposez un titre de passer par un conseil, mais il faut en assumer les conséquences s'il y a des petits soucis après. Alors, là vous avez une illustration des 3 titres de propriété industrielle que vous avez. Vous avez sur la partie gauche, ici, le stylo Bic, initialement Bic, le stylo à billes Bic. Et sur la droite, vous avez divers stylos à billes, pas forcément des bics. Alors, ces stylos ont des formes différentes. Vous en avez qui sont un peu plus joufflus, on va dire, que les autres. D'autres qui n'ont pas forcément les mêmes épingles, le même style de bouton poussoir, etc. Je ne parle pas de la couleur ici, hein, je parle que de la forme. Hein. Et vous en avez qui ont des noms différents. Donc, vous en avez du genre, bon, j'arrive pas à lire, c'est un petit peu flou, mais allez, on va dire que chacun a un nom différent. Ça signifie quoi? Ben, ça signifie que vous avez autant de modèles que vous avez de formes, de stylos. Vous avez autant de marques que vous avez de fabricants ou de modèles de stylos. Mais vous n'avez qu'un seul brevet. C'est le brevet de la pointe bic. Le brevet de la pointe bic, c'est quoi? Donc c'est celui qui est sur la partie gauche. Bien quand il a été déposé, ils ont dit qu'on avait une bille qui était enchâssée dans un cône à moitié, elle dépassait du cône et elle était libre en rotation et chaque fois qu'elle tournait, elle prenait de l'encre dans l'intérieur du cône et elle le déposait sur une surface. Et donc, voilà la définition de la pointe bic. Ce qui veut dire que tous les autres stylos que vous avez sur la partie droite, quelle que soit la forme, la couleur, les dimensions, y compris les dimensions de la pointe, eh bien c'est pas grave, ils exploitent tous un seul brevet, le brevet BIC. Après, il y en a qui ont innové, il y en a un en rajoutant une boussole sur l'arrière, un autre en rajoutant une bande anti-glissement, une auto-agrippante sur la partie basse du stylo, un autre qui a rajouté un bouton poussoir à l'arrière pour entrer et sortir la pointe, un autre qui a changé un petit peu la forme de l'épingle pour l'accrocher, etc., etc. Et chacun a fait un nom différent. Il n'empêche qu'un seul brevet qui chapeaute tout, et après on décline. Il ne faut pas croire qu'on choisit le type de protection en fonction de ce qui nous fait plaisir. Si votre innovation est d'ordre technique, ben, a priori c'est un brevet. Si elle est d'ordre esthétique, c'est-à-dire que ces caractéristiques ne sont là que pour faire, entre guillemets, joli, et que vous vous démarquez de l'existant par un aspect visuel différent, nouveau, c'est un modèle. Et si vous avez trouvé un nouveau nom pour votre produit, ou un nouveau signe distinctif de reconnaissance, c'est une marque. Hein, quand on vous dit le nouveau modèle de iPhone, c'est le iPhone je ne sais plus combien, eh bien il y a le nouveau numéro, c'est la marque. Il a peut-être un petit
des petites améliorations techniques, il peut y avoir des brevets, mais la forme et le design, globalement, ça reste bien le même. Donc ça, c'est important de bien voir qu'en fonction de la création ou de l'innovation qu'on a, eh bien, on peut avoir une ou plusieurs des titres de propriété industrielle, sachant bien évidemment que l'on peut cumuler les titres. Voilà. Donc si l'on reprend un petit peu de manière alors très très schématique, très succincte, et pour que vous ayez une idée, une innovation d'ordre technique, c'est un brevet. Il a une durée maximum de 20 ans. Il ne dépassera pas jamais 20 ans. Ce que je vous dis là, c'est valable pour la France et sur l'ensemble des pays du monde. Ça veut dire qu'au bout de 20 ans, votre innovation technique, votre brevet va tomber dans le domaine public. Donc, tout le monde pourra l'utiliser sans rien vous demander et sans que vous puissiez attaquer. Par contre, comme ça a déjà été breveté une fois, on ne pourra pas le rebreveter. Bon. Il y a des critères pour avoir un brevet. Il faut que ce soit nouveau et qu'il y ait ce qu'on appelle l'activité inventive. Je vais en parler un petit peu après. Bon, on a d'autres titres que je vous ai mis en italique en France et dans certains pays. Il y a des titres assez anciens comme le certificat d'utilité, la CU, d'autres qui en France sont là depuis 2020, depuis l'été 2020, le brevet provisoire. Je ne vais pas m'étendre dessus, ça n'a pas ici un grand intérêt. Si vous avez une innovation d'ordre esthétique, dans ces cas-là, c'est un dépôt de modèle, et la durée d'un dépôt de modèle, c'est 5 ans. Et on peut les renouveler 4 fois. Donc vous déposez pour 5 ans et vous pouvez faire 4 renouvellements derrière, ce qui fait qu'un modèle peut durer maximum 25 ans. C'est le grand maximum. Ça c'est pour la France, il y a des petites différences au niveau international et européen, etc. Le modèle doit être nouveau, ça on est bien d'accord, et doit avoir un caractère propre. Dans le sens de, on ne doit pas avoir l'impression de l'avoir déjà vu. La réglementation dit, lorsqu'on n'a pas les deux objets en face l'un de l'autre, il ne faut pas qu'on puisse confondre, etc., etc. Et le signe distinctif, eh bien, c'est une marque au sens large. Donc elle doit être distinctive, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas ressembler de près ou de loin ou par similitude intellectuelle à une marque ou un signe connu, visuel ou sonore ou graphique. Elle ne doit pas être trompeuse. Vous ne pouvez pas déposer tout en or pour des lingots d'argent. Alors ça, c'est la théorie. Dans la réalité, il y a eu de la jurisprudence où des gens avaient déposé beurrax pour de la margarine. Et là, c'était trompeur. Et elle doit être disponible, évidemment, c'est-à-dire que personne ne doit déjà l'avoir déposée. La durée de la marque, elle, c'est on dépose et c'est valable 10 ans. Renouvelable autant de temps que vous en avez besoin. C'est pour ça que vous avez des marques, des sociétés très anciennes, Michelin par exemple, qui existent depuis plus de 10 ans sans problème et qui renouvellent leur marque. Tous ces titres ont une particularité, en plus d'avoir des durées bien précises dans le temps, c'est des applications géographiques, des impacts géographiques. Quand vous avez une marque française, eh ben, elle est valable sur le territoire de la France. Un modèle allemand est valable sur l'Allemagne. Et un brevet japonais est valable au Japon. Autrement dit, vous n'empêcherez pas, si vous avez une marque française, quelqu'un en Espagne de s'appeler comme vous. Par contre, si son produit vient sur le territoire français, là, vous pourrez agir. Ça, c'est important. Si on essaye de regarder un petit peu le détail des conditions de chaque titre, le brevet, nouveauté, activité inventive. Alors, la nouveauté, c'est absolu. Ça ne doit pas être connu, divulgué, quel que soit l'endroit de la divulgation, quelle que soit la personne à qui on divulgue et le nombre de personnes qui ont connaissance de la chose. C'est la théorie du citron pressé. Vous prenez un citron, vous le pressez, ben vous pouvez attendre 10 ans et lui faire 3000 km. S'il a été pressé, il ne fera pas plus de jus.
Donc, si jamais vous divulguez lors d'une conférence une innovation et qu'il n'y a pas eu de précaution, eh ben, c'est une divulgation. La divulgation, c'est généralement l'auteur de l'invention qui divulgue par inadvertance. C'est rarement parce qu'il se fait piquer l'idée, il faut être clair. Donc faites très attention avant d'avoir des accords avec des sous-traitants, des fabricants, des laboratoires d'essais, des partenaires, de bien leur dire attention, on va signer un accord de confidentialité, ce qu'on vous dit, c'est dans le cadre de la confidentialité, il ne faudra pas en parler, et il faut se dépêcher de prendre des précautions avant. L'activité inventive, c'est quoi? Vous êtes nouveau, mais est-ce que vous êtes inventif? Dessous, vous avez un crayon à papier et un crayon à papier avec une gomme au bout. Celui qui a inventé le crayon à papier avec la gomme au bout, eh bien, il était nouveau. Puisqu'avant, ça n'existait pas, on avait le crayon. On avait la gomme, mais on n'avait pas le crayon avec la gomme au bout. Est-ce qu'il a fait preuve d'activité inventive s'il se contente de dire « j'ai inventé un crayon avec une gomme au bout » ? Ben non, parce que vous prenez votre crayon et votre gomme, et vous enfilez le crayon dans la gomme, et vous avez fait l'invention. Et le crayon va continuer à écrire pareil, la gomme à gommer pareil. Donc l'activité inventive formulée comme ça est très limitée. Par contre, la personne qui va venir et qui va dire « pour faire tenir la gomme sur le crayon, j'ai une solution technique qui est le petit manchon métallique qui tient une partie de la gomme et une partie de l'extrémité du crayon », là, il est nouveau et inventif. C'était pas évident, cette solution. Et puis la troisième personne qui va venir et qui va dire, lorsqu'on a utilisé la gomme au bout d'un certain temps, il en reste dans le petit manchon métallique, qui est inutilisé. Moi, j'ai une solution pour récupérer cette gomme et je mets une vis d'Archimède dans le tube pour faire sortir la gomme. Lui est nouveau et inventif, etc., etc., etc. Donc l'activité inventive, c'est un petit peu subjectif. Ça dépend des offices, mais on y arrive. Alors les fameux titres certificat d'utilité, brevet provisoire, il n'y a pas d'examen de nouveauté ni d'activité inventive. C'est-à-dire que vous déposez quelque chose en disant c'est nouveau, j'en suis le propriétaire, mais on ne vérifie pas, on ne contrôle pas si c'est vrai ou pas. On le vérifiera en cas de litige. Et en général, ça ne se passe jamais trop bien à ce moment-là. Concernant les marques, elles peuvent être de plusieurs types. Elles peuvent être verbales, semi-figuratives ou figuratives. Alors, verbal, c'est le nom qui est écrit tout simplement. C'est le nom, je ne sais pas, CNCPI écrit en lettres bâton, par exemple, lettres d'imprimerie. Une marque semi-figurative, c'est le texte avec un certain graphisme, certaines couleurs. C'est par exemple ce que vous avez CNCPI avec le petit logo en haut à gauche du transparent. Ça, c'est une marque semi-figurative. Et une marque figurative, c'est un dessin tout seul, sans rien d'écrit. Le crocodile de Lacoste, tout seul. La virgule de Nike, toute seule. Voilà. Il faut savoir que maintenant, au niveau des marques en France, on n'est pas obligé d'avoir une représentation graphique écrite. On peut avoir des marques sonores, c'est-à-dire des marques qui reprennent des jingles musicaux, par exemple, ou certains sons typiques. Harley-Davidson a par exemple déposé le son du moteur de la Harley-Davidson parce que c'est distinctif, vous n'avez pas besoin de le voir, vous avez juste besoin de l'écouter pour savoir que c'est une Harley qui arrive. Il y a aussi des représentations holographiques, tridimensionnelles qui peuvent exister. Et il y a même l'autorisation d'utiliser des marques olfactives. À ma connaissance, elles n'ont pas été encore déposées parce qu'on ne sait pas trop comment on va déposer, mais bon, ça peut être utilisé. Dans les marques peuvent aussi être des marques qu'on appelle collectives, c'est-à-dire qu'elles appartiennent non pas à une personne, mais à un groupement de personnes morales ou physiques, et la personne qui souhaite utiliser la marque doit respecter un cahier des charges de la marque. C'est toutes les marques de la Belle Rouge, par exemple,
ou d'appellations géographiques, ou ce genre de choses, ou des marques collectives qui existent sur divers produits. Le modèle, eh bien, c'est les vues de l'objet. Vous avez un objet qui a des caractéristiques esthétiques particulières qui le différencient des autres au niveau de sa forme, et donc on dépose la forme et les proportions de l'objet. Si vous faites varier l'échelle de l'objet, qu'il soit rétréci ou agrandi, ce sera toujours le même objet, donc toujours le même modèle. Par contre, si on fait varier des cotes, c'est plus le même, une ou plusieurs dimensions, si vous voulez, c'est plus le même modèle. Dans un cas comme dans l'autre, les couleurs et la matière du modèle importent peu. Si vous déposez un modèle de stylo, c'est la forme qui compte, qu'il soit rouge, vert, jaune, en plastique ou en métal. On va s'intéresser uniquement à la matière si elle a un effet visuel en plus. Par exemple, un flacon en verre transparent ou en verre fumé, ce genre de choses. Et bien évidemment, le droit d'auteur peut être associé à la marque ou au modèle, parce que lorsque vous créez un modèle d'une forme, vous faites un dessin, c'est une création graphique, artistique, et une marque, c'est une création littéraire, lorsque vous trouvez une marque. Et le droit d'auteur est automatique dès qu'il y a création de la chose, sans que ce soit déposé. Et puis, bien évidemment, on peut mixer les titres. Quand on a un titre, on a un certain délai pour, si on a besoin, l'étendre à l'étranger. 6 mois pour les modèles et les marques et 1 an pour les brevets. Ça veut dire que si vous déposez à l'étranger pendant cette période, on prendra en compte la date initiale de dépôt en France. Vous déposez 1er octobre en France, 2021, vous avez jusqu'au, mettons, si c'est un brevet, allez, premier, parce que c'est plus facile à calculer 1 an que 6 mois, 1er octobre 2022, pour aller déposer, par exemple, en Allemagne. Vous le faites le 30 septembre, il n'y a pas de souci. Même s'il y a un Allemand qui a déposé la même chose 8 jours avant. L'Allemand va dire « j'étais avant le Français », on lui dira « oui, il est arrivé en Allemagne après, mais il existait avant ». Donc, c'est important pour bénéficier de ça. Après, ça s'appliquera plus, c'est le premier arrivé qui sera le premier servi. Je crois que ce qui est surtout important aussi de voir dans les extensions à l'étranger, il ne faut pas croire que ça va être très simple, et il faut le faire de manière raisonnable et raisonnée. On ne va déposer à l'étranger que si on a un marché, si on a un concurrent, si on a un partenaire. Si on fait juste ce qu'on appelle un coût à l'export une fois, ou qu'on ne va pas régulièrement dans le pays pour contrôler ce qui se passe et qu'on n'a pas moyen de contrôler, ça ne vaut pas forcément le coup de le faire. L'extension à l'étranger fait vraiment partie d'une réflexion stratégique sur la valorisation de l'entreprise, du produit et de sa propriété industrielle. Ça, c'est important. Chaque titre est indépendant. Donc le titre français, il vit sa petite vie. Les titres à l'étranger, ils vivent leur petite vie, il n'y a pas de souci. Et vous pouvez déposer soit pour un pays à l'étranger, soit pour plusieurs pays. La marque communautaire et les modèles communautaires sont valables sur l'ensemble de l'Union européenne. Donc, les pays de l'Union européenne, au jour d'aujourd'hui, si vous déposez, je ne parle pas du Brexit pour les titres en cours, parce que ça, c'est toujours un problème. Et puis, pour l'Europe, au niveau des brevets, ça concerne 38 États. Donc, les États membres de l'Union européenne, plus d'autres États, dont la Grande-Bretagne. Ce qui veut dire qu'en matière de brevets, on n'est pas impacté par le Brexit. On peut toujours continuer à désigner la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni. Maintenant, par rapport à tout ça, il y a quand même la partie importante, c'est les précautions. Le plus important, c'est avant de divulguer, donc que ce soit une présentation physique ou via Internet ou dans un salon ou via un catalogue ou un article de presse ou autre,
voire même orale, à un groupe de personnes, lorsqu'on présente sa création, que ce soit un nouveau modèle, une nouveauté technique ou autre, eh bien, quand ça sort de l'entreprise, ou du moins que ça sort du cercle des personnes tenues par la confidentialité parce qu'elles travaillent sur le projet, ben, il faut prendre des précautions importantes. Et bien évidemment, il faut le faire avant de le commercialiser, mais c'est même bien en amont de la commercialisation. Encore une fois, que vous divulguiez en France, que vous divulguiez à l'étranger, que vous divulguiez sur Internet, peu importe, que vous divulguiez à une personne ou à 1 million de personnes, ça ne change rien, c'est une divulgation. Et que la divulgation soit écrite, orale ou physique quand vous commercialisez le produit. Ça veut dire qu'il faut toujours réfléchir à la question de la propriété industrielle en amont du projet. Il faut y réfléchir et prendre les décisions avant de lancer le produit sur le marché, parce que souvent, on peut avoir des surprises. Souvent, les gens disent j'étais au salon, ça a beaucoup plu, je voudrais déposer une marque, un modèle sur ce. Non, c'est trop tard. Pour les précautions, vous avez des précautions, en fait, moi j'ai classé en précautions défensives et offensives. La première, que ce soit pour des brevets ou des modèles, vous avez le critère de nouveauté. Donc il faut être sûr qu'on ne l'a pas divulguée, qu'elle n'est pas disponible sur le marché. Donc il faut regarder un petit peu les catalogues, les sites de vente et les concurrents. Il faut regarder qu'elle ne soit pas connue. Pour la marque, c'est un petit peu pareil. Il faut regarder s'il n'y a pas des produits qui s'appellent pareil ou qui s'appellent avec un nom approchant. Vérifiez aussi si vous avez une société qui porte le nom du produit que vous envisagez, dans le cas des marques. Si vous dites, moi je veux vendre des vélos qui vont s'appeler Michelin, c'est bien, il n'y a pas de vélo Michelin. Oui, mais il y a des sociétés qui s'appellent Michelin, qui est dans le domaine des véhicules et donc qui fait des pneus. Donc des pneus pour vélo. Donc c'est pas forcément une bonne idée. C'est même carrément pas une bonne idée, d'ailleurs. Donc ça, c'est important de vérifier si vous avez une société. Et là, vous avez le registre du commerce qui est disponible sur plusieurs bases de données. Pour vérifier, vous avez les moyens habituels qui sont connus, que vous avez l'habitude d'utiliser. C'est vos sources internes, des catalogues, des connaissances, les sites internet, puis vous avez des bases de données. Vous avez celle de l'INPI, qui regroupe maintenant celle de l'INPI, ils en ont fait une seule, unique, où vous avez le registre du commerce, les marques, les modèles, les brevets, tous ensemble. Donc, sur la base de l'INPI, quand vous tapez, si on reprend l'exemple Michelin, vous allez avoir les sociétés, les marques, les brevets, les Michelin, et vous choisissez celui qui vous intéresse. Vous en avez d'autres, EspaceNet, EUIP. EspaceNet, c'est pour des brevets partout dans le. Oui, la plupart des pays concernés par la propriété industrielle sont référencés dans EspaceNet du moment qu'il y a des abrégés en anglais. Donc on a les brevets européens, américains, enfin des japonais, les plus grands pays y sont. Le UIPO, c'est les marques communautaires, donc des marques qui sont valables automatiquement sur l'ensemble des pays de l'Union européenne. TMView, c'est les marques et les modèles aussi au niveau international. Le RCS, c'est le registre du commerce. Et puis, vous avez tous les moyens que vous avez, que vous pratiquez, la littérature professionnelle, les revues, les salons, les connaissances, etc. Donc, vérifiez si vous avez quelque chose qui existe ou pas. Vous allez souvent avoir des choses approchantes, voisines, assez rarement exactement la même chose. Ça peut arriver, mais c'est assez rare. Et il va falloir, en fonction de ce qui existe, est-ce que vous êtes très proche de ce qui existe ou pas? Est-ce qu'on peut confondre ou pas? Quel est le degré de liberté? Quelle est la marge de manœuvre par rapport à l'existant? Si vous créez un commerce dans le domaine du téléphone, tous les noms de commerce et les noms de produits avec le mot phone et tel, c'est pas forcément une bonne idée. Vous allez tomber dedans. Donc c'est à ça qu'il faut faire attention.
en plus de ça, il y a souvent de la jurisprudence qui a tranché dans un sens ou qui a évolué, donc ce n'est pas inintéressant par rapport aux recherches de faire appel à un professionnel pour que le risque soit apprécié. Alors, ne perdez pas de vue que si le professionnel vous dit ben, il y a, à mon avis, peu de risques qu'on confonde ou il y a un risque fort, ça ne veut pas dire que la personne qui est en face et qui a le titre va suivre cette idée-là. On peut tout à fait dire, ben non, là franchement, il n'y a pas juridiquement de raison de confondre les deux marques. N'empêche que celui qui est en face peut tout à fait décider que vous le gênez, qu'il a envie de vous embêter et attaquer. Il faut toujours prendre ça en tête. Mais au moins, on connaît le risque et on connaît la hauteur du risque, ce qui permet de prendre des décisions en bonne intelligence. Puis vous avez des précautions, on va dire, offensives, plus qui sont faites pour vous protéger. Ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, avant de divulguer votre création, votre innovation à un partenaire, à un sous-traitant, à quelqu'un qui fait des essais, bien c'est toujours bon de lui faire signer un accord de confidentialité. C'est pas un bâillon qu'on va lui mettre sur la bouche et ça ne va pas l'empêcher de parler, c'est simplement que s'il parle, vous pourrez vous retourner contre lui et récupérer un certain nombre de choses. Vérifiez aussi ce qui est protégeable dans votre création, votre innovation. Est-ce qu'il y a matière, oui ou non, à mettre un titre de propriété industrielle? Si oui, eh bien, qu'est-ce qu'on protège? Est-ce qu'on protège tout? Est-ce qu'on protège une partie visible de l'innovation? Est-ce qu'on protège que certaines choses ou la nouvelle variante? Quand est-ce qu'on va le faire? On attend d'avoir des tests, on le fait tout de suite ou pas? Qui va déposer le titre? Si vous créez une société, c'est mieux que ce soit la société qui le crée, parce que c'est elle qui va l'utiliser et l'exploiter. Si c'est vous, il faudra prévoir à ce moment-là éventuellement de le céder à l'entreprise ou de faire une location, une licence à votre entreprise. Parce que si le titre est à vous et que c'est la société qui l'exploite, qui en bénéficie et qui paye toutes les charges, ça va poser un problème parce qu'on s'approche de l'abus de biens. Et aussi où on dépose. Si vous allez tout de suite commercialiser votre produit en dehors de la France, il y a peut-être intérêt à déposer d'abord en dehors de la France. Dans tous les cas, lorsque vous avez une création qui semble intéressante, promis à un avenir intelligent et pertinent, faut prendre date. De manière à ce que vous puissiez prouver à un moment donné ou à un autre que vous êtes à l'origine de cette innovation, de cette création. Donc soit une enveloppe solo, qui existe maintenant au niveau électronique, hein, on les trouve sur l'INPI, donc vous pouvez déposer des fichiers, des photos sur l'INPI. L'enveloppe solo, juridiquement, n'est pas acceptée partout, d'ailleurs dans tous les pays, il faut faire attention à ça. Puis vous avez les cahiers de laboratoire. Ce n'est pas réservé au laboratoire, ça s'appelle comme ça. C'est le même principe qu'un journal de bord sur un bateau. Tous les jours, on note tout ce qu'on a fait. Ça permet d'avoir une mémoire de l'innovation. Et après, on choisit si on dépose ou non un titre. Et qu'est-ce qu'on dépose? Quels sont les risques et les actions possibles? Et qu'est-ce qu'on risque si on crée quelque chose, qu'on ne prend aucune vérification et aucune précaution? Et inversement, quand on a un titre, qu'est-ce qu'on peut faire pour le valoriser? Eh bien, on arrive toujours à peu près à la même chose. C'est l'action en contrefaçon. Alors, l'action en contrefaçon, il faut savoir qu'elle est prescrite à partir de 5 ans du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer. Bon, en bon français, on peut agir quasiment n'importe quand. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir attaquer quelqu'un et lui dire, monsieur, ce que vous êtes en train de faire, ça ressemble à ma marque, à mon modèle, et je ne suis pas d'accord. Soit vous êtes très virulent, très méchant, et on va tout de suite en justice, avec les risques, les contraintes et les aléas que ça comporte. Soit, et c'est à 90% ce qui se passe, on dit, écoutez, si cette solution que j'ai, moi, si ce produit, cette marque vous intéresse, on va peut-être trouver un accord.
je vais vous faire une licence, c'est-à-dire une location, ou bien je vais vous la vendre pour certains pays ou certaines choses. On trouve un accord. C'est un moyen de discussion, c'est une arme économique. Faut savoir que généralement la loi, hein, dans les faits, est assez favorable au début pour lancer la procédure au titulaire du titre. Il y a aussi un point important qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il est possible en France et en Europe de faire des retenues en douane. Lorsque vous avez un produit, alors ça intéresse les produits manufacturés, hein, plus que les services évidemment, mais lorsque vous avez un produit qui est importé, vous pouvez aller voir les services douaniers, ou en France ou à une frontière de l'Union européenne, et leur dire, écoutez, moi j'ai un modèle, sur modèle de chaussures, modèle de vêtements, ou j'ai une marque de vêtements. J'ai noté qu'il y avait des importations qui arrivaient par votre frontière, apparemment. Si vous voyez passer un container avec ces produits-là, faites une retenue. Les services douaniers retiennent la marchandise pendant 15 jours, et vous avez, vous, 15 jours pour agir auprès du soi-disant contrefacteur. Et la retenue est gratuite. Dans les actions en contrefaçon, on a une petite particularité en France. Il y a des choses similaires qui existent dans certains pays anglo-saxons, le Canada, quelque chose qui s'approche, les Belges aussi, ce qu'on appelle la saisie contrefaçon. La saisie contrefaçon, c'est le moyen de collecter des preuves de la contrefaçon. Donc vous avez un titre de propriété qui est valable en France. Donc bien évidemment, il faut que le titre soit en vigueur et qu'il soit entretenu et que vous ayez votre marque, votre modèle ou votre brevet qui, entre guillemets, fonctionne sur la France. On est bien d'accord. Eh bien, vous pouvez aller n'importe où, dans des magasins, dans des usines, dans des bureaux, dans des universités, dans des salons, dans des collectivités publiques ou autres. Là, ici, on est la CCI, mais on peut agir dans la CCI sans problème. On peut agir à l'INPI, on peut agir partout. On peut même faire des saisies sur Internet avec l'huissier, hein, où on se connecte à un site et on se fait livrer la marchandise. Lorsque vous avez l'autorisation du tribunal, vous pouvez aller donc dans ces différents lieux à tout moment, rentrer sans demander la permission, en étant accompagné, si besoin, d'experts. Si vous avez besoin d'un informaticien, vous pouvez prendre un informaticien, un comptable. Et en général, vous faites accompagner aussi par les forces de l'ordre pour avoir un peu plus de poids et éviter les situations, on va dire, un petit peu tendues. Et vous collectez des informations et des données sur la contrefaçon. C'est uniquement collecter des informations sur la contrefaçon. Imaginons que cette tasse soit une contrefaçon, ben, quelqu'un peut venir, un conseil, un confrère, venir dire ici, saisir 2 exemplaires de la tasse à titre de preuve, en offrant de les payer, bien évidemment, c'est pas du vol, demander toutes les données sur vous en avez combien en stock, vous les avez achetés où, vous les avez achetés combien, et on doit lui répondre. On récupère vraiment toute information sur la contrefaçon. On ne fait pas cesser la contrefaçon. On récupère les moyens de preuve et on a un délai de 30 jours pour les amener au tribunal et agir devant le tribunal pour donner suite. C'est très invasif, c'est très violent comme procédure, donc c'est très encadré. C'est très facile de ne pas respecter les règles dans un sens ou dans l'autre, et donc il faut être très précautionneux pour la faire et éviter que ça se passe mal dans un sens ou dans l'autre. Faut vraiment savoir que c'est très particulier, c'est très efficace. Quand en tant que CPI, on fréquente des salons, on fait une saisie sur un salon, c'est souvent un hasard, mais on choisit le moment où il y a peut-être des caméras qui sont pas loin du stand concerné, etc. etc. Il y a toujours des petites choses. Quand on va sur des salons, qu'il y a des saisies, c'est souvent très embêtant. Quand vous avez une contrefaçon chez un fabricant si je reprends l'exemple du gobelet, qu'est-ce qu'il vaut mieux aller faire la saisie chez le fabricant ou chez un de ses principaux distributeurs qui est une grande surface? Parce que quand vous allez faire la saisie dans la grande surface, il va se retourner contre vous et ça va être plus difficile pour lui.
Donc ça, c'est une chose, il faut s'y préparer, soit à l'utiliser si on en a envie, si on a détecté une contrefaçon, et surtout savoir un petit peu quelles précautions il faut faire pour éviter d'en subir une, si on sent qu'on est un petit peu en porte-à-faux avec un concurrent ou autre, ou ce genre de choses. Il faut prendre un certain nombre de précautions. Et puis, ce qui est quand même le plus important, il ne faut jamais l'oublier, c'est que, comme je vous disais, un titre de propriété industrielle, ça fait partie de l'actif de l'entreprise, c'est un actif immatériel, c'est inscrit au bilan, et vous pouvez l'utiliser, vous pouvez le vendre, comme vous vendez n'importe quel bien de l'entreprise, ou vous pouvez le louer, vous faites une licence. Donc, c'est les solutions qui existent pour le valoriser. Il ne faut jamais laisser un titre de propriété sans rien faire. Perdez pas de vue que ça a une durée de vie limitée. Donc souvent, si on travaille très en amont, surtout pour les brevets ou pour les modèles, le produit va être commercialisé 2 ans, 3 ans après peut-être. Et commence à être bien commercialisé. Donc il ne faut pas perdre de temps, il faut le faire assez vite. Et si on voit qu'au bout de 3, 4, 5 ans, le modèle se vend mal, ou la marque n'a pas rencontré le succès, ou le brevet pareil, eh bien il faut tailler dans les effectifs, comme on dit, il faut passer à autre chose. Il ne faut pas vouloir s'accrocher, il faut essayer de le vendre si on n'y arrive pas, ou de le louer, de faire une licence. Et si on n'y arrive pas, il ne faut pas garder quelque chose au bilan qui n'est pas valorisable. C'est aussi un outil de communication. C'est un peu comme le vu à la télé, il y a quelques années, c'est vous communiquez parce que vous êtes nouveau, vous êtes innovant, ça pose un petit peu l'entreprise. Surtout que les brevets, par exemple, sont tenus au secret pendant 1 an et demi. Ce qui veut dire que pendant 1 an et demi, vous dites je suis nouveau, j'ai déposé un brevet, c'est nouveau, c'est nouveau. Mais comme personne ne peut aller vérifier sur les bases de données ce qu'il en est vraiment, vous bénéficiez de cette avance-là. C'est un outil de communication, c'est une arme économique vis-à-vis des concurrents. Vous les embêtez, vous échangez, vous allez déposer quelque chose qui peut les gêner pour discuter avec eux, ou dans un pays où vous n'avez pas d'activité, mais où eux ont une usine et ça va les embêter. C'est vraiment une arme, c'est une arme économique, il n'y a pas d'autre moyen. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est un moyen aussi de fidéliser les donneurs d'ordre. Il y a eu pas mal de jurisprudence, y compris en cassation, où les gens ont dit oui, je voudrais ce produit-là. Non, vous voulez un produit qui a les mêmes fonctions, mais celui-là, c'est pas possible. Il n'y a pas d'appel d'offres à faire sur celui-là. On discute de gré à gré des conditions et du tarif, on est bien d'accord. Mais si c'est celui-là que vous voulez, dans la mesure où il y a un titre de propriété dessus, c'est avec moi que vous discutez. Et ça, que vous soyez un donneur d'ordre privé ou public. Il n'y a pas de règle. Vous augmentez sa valeur de l'entreprise, puisque ça rentre au bilan. C'est beaucoup plus crédible lorsque vous avez des titres de propriété dans l'entreprise. À l'international, ça c'est très clair que lorsque vous allez discuter, j'ai un nouveau produit, vous allez voir des anglo-saxons, des américains, vous leur dites j'ai un nouveau produit, c'est génial et tout. Vous avez un brevet? Non. Ok. Surtout qu'à ce moment-là, si vous n'avez pas de titre de propriété, ils n'ont aucune raison de vous acheter quelque chose qu'ils peuvent avoir gratuitement sur leur territoire, puisque vous n'êtes pas protégé. Et puis, vous favorisez l'attractivité des investisseurs. Une start-up qui n'a pas de titre de propriété aura beaucoup plus de mal à attirer et à fidéliser des investisseurs qu'une start-up qui a des titres de propriété. Parce que les investisseurs, ils auront toujours les titres à revaloriser, à céder, à modifier, etc., à monnayer. Donc, en résumé, il faut que ce soit des titres, il faut qu'ils soient actifs. Voilà. Je pense qu'il nous reste un petit peu de temps. Je vois qu'il y a des questions. Alors, comment bien protéger les créations salariales de notre entreprise? Alors, vous avez plusieurs choses à savoir. En France, lorsqu'il y a de ce qu'on appelle des inventions de salariés, donc qui dit invention dit une création du domaine technique susceptible d'être protégée par un brevet. C'est ça la définition.
Lorsque vous avez un salarié qui a une invention, vous avez trois cas, enfin deux grands cas et un sous-cas. Soit c'est une invention qu'on qualifie de mission. La personne qui a fait l'invention travaille au bureau d'études, au service de recherche, ou bien vous lui avez donné spécifiquement la mission de chercher à résoudre le problème. Dans ce cas-là, il est clair et non discutable que l'invention appartient à l'entreprise. L'invention appartient à l'entreprise et l'entreprise en fait ce qu'elle veut. Elle l'utilise, elle ne l'utilise pas, elle dépose un brevet ou pas. Ceci étant, le chercheur qui trouve doit être récompensé. Et la loi prévoit qu'il a droit à une rémunération supplémentaire. Ça ne veut pas dire qu'il va toucher 1 ou 2 ou 3 mois de salaire en plus, ça veut dire qu'il a une rémunération, il a droit à quelque chose en plus. Ce quelque chose en plus est soit prévu par le contrat de travail, soit dans le règlement de l'entreprise, soit par la convention collective. Soit, il faut bien le dire, généralement la plupart du temps, il n'est pas du tout prévu. Donc il faut souvent le prévoir, règlement d'entreprise ou autre, on dit on touche au bout de tant de temps une somme, comme une prime si vous voulez. En sachant que s'il y a un désaccord entre le salarié et l'entreprise, ça se règle auprès de la Commission nationale des inventions de salariés, CNIS, qui siège à l'INPI, et que vous pouvez contacter d'ailleurs auparavant pour avoir une idée de ce qui se passe et des montants. Si votre invention, l'invention de la personne, est une invention hors mission, c'est quelqu'un qui a une fonction uniquement d'accueil, par exemple, personne qui est à l'accueil et qui a inventé quelque chose qui intéresse l'entreprise. Ce n'est pas du tout son rôle, elle n'est pas embauchée pour ça, ça ne fait pas partie de son contrat de travail. C'est donc une invention hors mission. Cette invention hors mission, soit elle est attribuable, parce qu'elle rentre dans le domaine d'activité de l'entreprise, ou parce que la personne l'a fait en profitant du matériel et des connaissances de l'entreprise. Personne à l'accueil, à la pause de midi, elle a eu le droit d'aller utiliser le logiciel de CAO de l'entreprise, par exemple. À ce moment-là, elle est attribuable, l'invention à l'entreprise, qui peut se l'attribuer ou non, en fonction de sa stratégie. Et dans ces cas-là, elle doit verser le juste prix, qui est aussi négocié, en fonction de ce que rapporte ou pas l'entreprise. Et puis, c'est l'invention hors mission non attribuable. Vous fabriquez des gobelets en plastique et la personne à l'accueil a inventé un moulinet de pêche, toute seule le samedi dans son garage. C'est une invention hors mission non attribuable et la personne, elle la garde, elle en fait ce qu'on veut. Ça c'est pour les inventions techniques. Si vous avez des créations d'ordre graphique, que ce soit pour un modèle ou pour une marque, bien, c'est pareil. Si la personne travaille au service communication ou marketing et qu'elle a été chargée de créer la nouvelle marque, la nouvelle charte graphique, le nouveau modèle du produit, ça fait partie sans problème de ce qui appartient à l'entreprise. Par contre, la petite différence, c'est que là, il n'y a pas d'histoire d'invention de salariés avec les règles, juste prix, rémunération. On a ce qu'on appelle le droit d'auteur. Le droit d'auteur, j'en ai pas trop parlé parce que c'est la propriété intellectuelle. Et bien là, normalement, le droit d'auteur, il y a deux parties dedans. Déjà, il faut savoir, si vous voulez, que le droit d'auteur est automatique dès qu'il y a création de l'œuvre, entre guillemets. Dès que vous écrivez quelque chose sur votre ordinateur, dès que vous pianotez, eh bien, il y a un droit d'auteur. Que ce soit diffusé ou pas diffusé, vous avez le droit d'auteur. Ce droit d'auteur, on va prendre l'exemple d'un livre, c'est le plus simple. Vous avez écrit un roman. Eh bien, le droit d'auteur, vous allez le céder pour la partie patrimoniale à un éditeur. Vous allez autoriser l'éditeur à reproduire à X exemplaires ce que vous avez écrit. Donc quand vous êtes designer dans la société et que vous avez créé un design, vous cédez votre partie patrimoniale à votre employeur
ou à votre client, si vous êtes à votre compte, pour qu'il l'utilise et qu'il le reproduise dans les conditions qui ont été définies au départ. Ils le reproduisent, mais sans le dénaturer, sans le modifier, et en respectant ce qu'on appelle le droit moral. Et le droit moral, pour le droit d'auteur, c'est quelque chose de très particulier. C'est attaché à l'auteur et aux descendants directs de l'auteur jusqu'à 70 ans après la mort de l'auteur. Et l'auteur peut tout à fait dire « Moi, je suis d'accord pour que vous reproduisiez mon livre et que vous l'éditiez. Par contre, pour des raisons morales, philosophiques, religieuses ou autres, je ne souhaite pas que vous le diffusiez dans tel pays. Parce que c'est un régime dictatorial et ça ne me plaît pas du tout. Si vous le faites, vous portez atteinte à mon droit moral. Et là, je vais vous demander des dommages et intérêts au titre de l'atteinte au droit moral. » Ça, l'auteur peut le demander, et les descendants jusqu'à 70 ans après la mort de l'auteur. Typiquement, au jour d'aujourd'hui, quand vous utilisez quelque chose qui est de l'ordre de graphique ou une peinture et qui est attaché à Picasso, vous avez les détenteurs des droits patrimoniaux, les galeries qui gèrent les tableaux, la production des tableaux, puis vous avez la famille, les petits-enfants qui gèrent les droits moraux de Pablo Picasso et qui, eux, vont dire s'ils acceptent ou pas, du point de vue moral, ou du moins s'ils acceptent à quel tarif vous allez pouvoir faire les choses. Il y a eu des, je veux dire, si vous voulez un exemple concret, il y a eu il y a quelques années quelqu'un qui designait je crois des manteaux de fourrure ou des vêtements un peu de luxe. Cette personne avait designé la prochaine collection et elle a été licenciée. Ça s'est plus ou moins bien passé, plutôt moins que bien d'ailleurs. Et donc quand il est parti, mais il a laissé effectivement ses croquis, ses dessins. Et l'entreprise l'a utilisé pour la collection suivante, sans l'en avertir et sans son autorisation, après l'avoir mis dehors. Il a fait jouer son droit moral en disant non, je ne suis pas d'accord. Donc ça se monnaie. Donc, si vous voulez, les créations salariales, bien différenciées si elles sont d'ordre technique, et là on a les inventions de salariés où c'est relativement cadré, on sait ce qu'il en est, et la propriété intellectuelle, droit d'auteur 100%, sur les marques et les modèles, où là il faut bien verrouiller la cession des droits patrimoniaux au minimum du créateur. J'avais écouté dire une histoire, je pense qu'elle est à peu près vérifiée. C'était une stagiaire qui avait créé la virgule de Nike. Et au début, ils ont dit ouais, mais qu'est-ce qu'on te donne pour te rémunérer? Parce que c'est sympa ce que tu nous as fait comme logo. Elle a dit non, non, c'est pas grave, je prends juste un petit pourcentage si vous y arrivez. À part son stage, je crois qu'elle n'a rien fait d'autre après. Donc, vous avez des histoires comme ça. Donc, il faut le verrouiller parce que les problèmes risquent d'apparaître quand vous avez des litiges, des départs à la retraite, des licenciements, des choses comme ça. Moi, chaque fois qu'on est intervenu, c'était dans des situations où ça commençait à se tendre. Et souvent, on fait soit le règlement de l'entreprise. Les contrats de travail, c'est bien, mais ça veut dire qu'il faut modifier tous les contrats de travail existants dans l'entreprise. Donc, c'est un peu problématique. C'est un peu compliqué. Le règlement de l'entreprise, on peut le prévoir. Sinon, après, ça se règle, comme je vous disais, devant ça se règle devant des commissions ou éventuellement devant la justice. J'espère que ça répond à vos questions. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à faire passer par mail. Je pense que Mme Cardozo me les fera suivre et on répondra après. Dernière petite précision, je reviens un petit peu au point de départ par rapport à la CNCPI. Si vous cherchez un professionnel de la CNCPI, vous allez sur le site cncpi.fr et vous avez l'annuaire des conseils officiels reconnus, mandataires et inscrits. Alors, vous prenez celui que vous voulez. Vous en voulez un à Lille, à Marseille ou j'allais dire à Brive, non, parce qu'il n'y en a pas. Mais où vous voulez, c'est pas le souci. La seule chose, c'est qu'adressez-vous à celui qui est référencé, qui a l'agrément en fonction de la création que vous avez.
Si vous avez un domaine de marque, vous pouvez parler à quelqu'un des brevets, il vous donnera des informations, mais il ne pourra pas faire les démarches. Même s'il sait les faire, il n'a pas administrativement le droit de les faire. Et pour les brevets, ben, inversement, quelqu'un des marques ou des modèles n'aura pas cette capacité. Donc vous prenez celui que vous voulez géographiquement, ce n'est pas le souci. Il n'y a aucune contrainte régionale ou autre. Par contre, prenez bien la compétence qui vous convient en fonction de la création et de l'innovation. Eh bien écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation à tous et à toutes.